Écoutez, vous avez perdu, hein, acceptez, c'est tout. Et je tiens à vous remercier d'être là, parce que la nuit fut sans doute un peu courte. Et vous êtes des warriors, c'est bien, c'est bien. Pouvez-vous targuer de m'avoir empêché de dormir, parce que vous m'avez fait stresser. Bravo, bravo. Pour le besoin de... oui, vous pouvez vous applaudir, bravo. Pour le besoin de cette conférence, j'aurais besoin d'une dizaine de personnes qui pourraient parler au micro et viendraient avec moi pour illustrer la conf. Voilà, donc si 10 personnes veulent venir avec moi, venez. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, il va peut-être y en avoir trop là. Alors à 10, je coupe l'accès. Hein. Alors attention au fil quand vous arrivez sur la scène. Attention les câbles, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah. Alors bon, allez, on va faire avec 11. Merci d'être là. Donc la conférence, c'est... donc j'avais prévu une de la Révolution française, le live. Je me disais qu'après 15 minutes ou 20 minutes pour parler de la Révolution française en entier, c'était sans doute un petit peu court. Donc on va faire... Hein 2 heures, c'est même pas assez. Hein. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire qu'en fait on va juste faire comment on en est arrivé là. Donc du coup la conférence va s'arrêter sur lorsque la Révolution française commence. Voilà, la Révolution française, The Origins. Je vais mettre à l'ombre pour lire mon texte. Un petit extrait à lire. J'ai dîné aujourd'hui avec un groupe de personnes dont la conversation fut entièrement politique. Une opinion prévalait, c'est qu'on était à l'aurore d'une grande révolution. Les indices sont là. Une grande confusion dans les finances, avec un déficit impossible à combler, sans les états généraux du royaume. Sur le trône, un prince animé d'excellentes intentions, mais n'ayant pas les ressources d'intelligence suffisantes pour gouverner en un tel moment. En gros, il est en train de dire que Louis XVI est un gros con. Hein. Hein? Pas encore, ça en fait. Ça va venir, ça va venir. Une cour ensevelie dans le plaisir et la dissipation, une grande agitation dans tous les rangs de la société, désireuse de changement, sans savoir que chercher. Un grand besoin de liberté croissant depuis la Révolution américaine. Ici, en fait, c'est Arthur Young qui parle. Donc, nous sommes le 17 octobre 1787, soit, normalement, si vous savez calculer, 2 ans avant la Révolution française. Et donc déjà, cet Anglais, 2 ans avant la Révolution française, il constate que, en France, ça sent un peu le caca. Il va se passer quelque chose, parce que voilà, pour une révolution, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut un contexte vraiment favorable, et je peux vous assurer que ce contexte, il était vraiment là. Et c'est ce contexte souvent qu'on oublie lorsqu'on parle de la Révolution française, parce que normalement, là, depuis que je vous parle de Révolution française, vous avez normalement une seule image en tête qui est... Alors c'est bien de parler de Robespierre, mais en général, on va dire 95%, sauf toi, des gens ont la Bastille en tête. Et pourtant la Bastille, mais on en a fait un événement ultra important aujourd'hui, c'est clair. D'ailleurs, pour l'anecdote, le 14 juillet qu'on fête, c'est pas que le 14 juillet 1789, j'ai fait une vidéo à ce sujet, allez la voir. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Mais voilà, en fait, aussi, très bien, j'ai entendu en bas la fête de la Fédération qui était le 14 juillet 1790, mais bon, je m'égare, le 14 juillet, finalement, c'est pas une fête si importante que ça, 1789. Parce que la Révolution française dure jusqu'en 1799. Donc, il y a 10 ans de révolution, on a retenu que le 14 juillet. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, il y a un contexte, la France va mal, mesdames, messieurs, la France est en crise. La première crise est une crise financière, oui, je parle pas d'aujourd'hui, 1789. Et à ce moment-là, Macron n'était pas là pour libéraliser le pays. Au cours du XVIIIe siècle, donc on a la société française qui est devant vous. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont superbes, ils sont superbes. Hein? Mais complètement, c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez des warriors d'être là aujourd'hui. Enfin, ce matin en tout cas. Donc voilà, en fait, la première crise est une crise financière. Comme l'a dit Arthur Young en 1787, la France a un déficit impossible à combler, pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un déficit. Aujourd'hui, il y a 10% de notre budget qui passe dans le remboursement de la dette.
En 1787, donc finalement ces personnes vont représenter le budget, enfin en tout cas les dépenses françaises, on a la moitié, donc 1, 2, 3, 4, 5 personnes de côté s'il vous plaît. Donc là, on va dire que c'est 100% du budget qu'on a devant vous. La moitié, 50%, même plus, 50% du budget, c'est juste le remboursement de la dette. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est l'horreur au niveau des finances. Alors à l'époque, les Chinois, on n'était pas trop au courant, à part avec la route de la soie, mais voilà, c'était vraiment un pays trop lointain. Trop lointain. Juste pour se déplacer de Paris à Marseille, il fallait 6 semaines de cheval. Alors bon, la Chine, on laisse un peu tomber à ce moment-là. Il y avait les colonies, mais ça c'est autre chose. Je vais en parler. Donc, on a voilà, 200 millions de livres. Non, pardon. Les dépenses françaises n'ont fait qu'augmenter en un siècle. Hein, durant tout le XVIIIe siècle, on est passé de 200 millions de livres, donc c'est la monnaie de l'époque, à plus de 650 millions en 1788. Donc les dépenses ont explosé, dont une partie à cause de la dette, et aussi le budget militaire, qui correspond à peu près à celui des États-Unis d'aujourd'hui. Tiens, pour l'anecdote, vous savez que si on met tous les budgets, ouais, je suis prof, hein, j'aime bien faire des digressions. Si vous mettez tous les budgets militaires de la planète d'aujourd'hui, les États-Unis c'est plus de 55% du total de la planète. Ouais, oui, c'est le cas de le dire. Donc, les budgets militaires c'est 30%, donc on va mettre 3 personnes de côté. Voilà, 30% du budget, là déjà avec la dette plus le budget militaire, on est à 70% des dépenses totales de la France en 1788. 80. J'ai fait bac L. J'ai une excuse. Quoi? Écoute, tu sors. Non. Reste. Donc, oui, 5, 6, 7, 8, 80% effectivement des dépenses de la France. Et c'est vraiment énorme, seulement pour 2 budgets. Les 20% restants, non, oui, 20. Ouais, merci. Et ouais, 100 moins 80 égale 20. Je suis fier de moi là. Bah ça, tu vois, heureusement que je suis pas prof de maths. C'est mieux d'être prof d'histoire géo. Hein. Bon, du coup, on a les 20 derniers pourcents du budget qui sont réservés en fait à la cour, à l'entretien en fait des bâtiments de Versailles, qui n'est pas terminé. Hein, il faut le terminer ce bâtiment parce que bon, c'est un gros chantier. Il y a le Louvre à entretenir, il y a le jardin des Tuileries, le château des Tuileries qui était le château du roi avant qu'il soit à Versailles. Et du coup, les 20% restants, ce sont les dépenses de la cour et aussi les courtisans qui coûtent très cher à la couronne. Donc les courtisans, ce sont des personnes qui regardent par exemple le roi aller faire caca. Donc d'ailleurs, mais c'était un véritable prestige à l'époque. C'est un véritable prestige. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit comment ça va, à la base c'était comment allez-vous à la selle. En gros, c'est comment va votre caca. Parce que si votre caca est bien rond, bien ferme, bien marron, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Mais c'est vrai, mais à l'époque c'était ça, on dit comment allez-vous à la selle. Maintenant ça a donné comment ça va. Donc en fait à chaque fois que vous dites comment ça va à quelqu'un, vous lui demandez comment va son caca. Ça parle beaucoup de caca pour cette heure de la journée là. Voilà, ouais, c'est encore une anecdote. Je suis pareil en cours. Hein. Je suis pareil en cours. Je termine jamais le programme. Comme tous les profs d'histoire géo finalement. C'est à ça qu'on reconnaît les meilleurs. Merci. D'ailleurs, tu finis ton programme, toi? Très bien. Parce qu'on a une autre prof d'histoire géo avec nous. Bah, abonnez-vous aussi, elle a aussi une chaîne. La prof, peut-être que vous avez entendu parler. Alors, pour essayer de résoudre du coup cette situation, on peut augmenter les impôts. Mais bon, les impôts au Moyen-Âge, je pense que vous avez sûrement entendu ça en classe de 4e. Il y en a des tonnes et des tonnes, et peut-être que vous connaissez. Bon, toi, je t'interroge pas. Peut-être que vous connaissez des noms d'impôts du Moyen-Âge. La dîme, franchement, c'est l'impôt que tout le monde connaît. La dîme. Mais qu'est-ce que c'est cette dîme là, hein? Faites-vous au malin là. C'est payé au clergé, j'ai entendu par là. 1/10 des récoltes qui sont données au clergé, mais pas que, parce que la dîme n'était pas un impôt que ecclésiastique. C'est donc les paysans, lorsqu'ils récoltent leur récolte, ils doivent donner 10% au clergé et 10%
aux seigneurs, tant qu'à faire, donc il y a 20% qui disparaissent. Et ça, c'est que, quelle que soit la récolte, hein, toujours 20% qui disparaissent. En plus, bah, il y a la gabelle, peut-être que vous en avez entendu parler, un impôt sur le sel, ouais, très bien, j'ai entendu derrière, un impôt sur le sel. Il y a la taille, oui, très bien, le 20e, la capitation, donc rien à voir avec la décapitation qui sera un peu plus tard. Mais, donc c'est un impôt par tête, justement, la capitation. Mais bon, du coup, la société française est écrasée sous les impôts, en tout cas le tiers-état, ça, il vaut mieux éviter d'en créer encore plus, parce que même les dirigeants sentent qu'il y a un bouillonnement dans la société française de l'époque. Ce qu'on peut faire, c'est emprunter de l'argent, mais qui voudrait prêter de l'argent à un pays qui a déjà 50% de dépenses, juste à cause de ces 5 cons-là, quoi. À cause de vous, personne ne veut nous prêter de l'argent. Ouh. François Fillon rend l'argent. Oh bah ouh là, j'ai Madame Larère devant moi, historienne des révolutions, j'ai la pression maintenant, je l'avais pas vu. Voilà. Bon, c'est de la vulgarisation, hein, donc c'est... Ça y est, je panique là. Alors ça va. Bon, en tout cas, voilà, aucune banque ne veut prêter à un pays qui est déjà en faillite, en déficit, c'est juste l'horreur. Donc du coup, voilà, au niveau financier, la France est dans un état lamentable. La France est en crise, mes chers amis, la France va mal. La deuxième crise, c'est une crise sociale. Donc maintenant, ces 10 personnes vont représenter la société française. Donc je vais demander au tiers-état de se mettre... le tiers-état va se mettre à l'ombre. Hein. Donc 9 personnes, donc tout le monde sauf toi, allez. Toi, tu restes là au soleil, tu souffres. Moi aussi, tu vas aller à l'ombre, pas de problème. Mais voilà, déjà là, on voit qu'il y a un énorme défaut. C'est la société française est très inégalitaire. Et encore là, mon pourcentage n'est pas bon. On a 97% de la société française qui fait partie du tiers-état. Et les 3% restants, c'est la noblesse et le clergé, les ordres privilégiés. Voilà, donc bonjour, monsieur noble et monsieur clergé. Voilà, c'est bien. C'est bien, oui, il faudrait te couper en deux. Mais même, c'est même pas correct s'ils se coupent en deux. Alors, on va parler des bourgeois. Pendant des centaines d'années, la société française était facile. Il y avait noblesse clergé d'un côté, les ordres privilégiés, et de l'autre côté, les paysans. On avait une majorité de la population qui était rurale, voilà, pas de souci, ça fonctionnait bien. Mais depuis le XVIe siècle, il y a un gros changement dans la société française. On a l'apparition d'une bourgeoisie dans ce tiers-état. Bourgeoisie qui a pu grandir grâce aux colonies que la France a pu développer, par exemple en Amérique, avec, petite parenthèse, des millions et des millions d'Africains déportés pour exploiter ces colonies américaines. Et grâce à l'exploitation de ces colonies, 6 millions d'ailleurs d'Africains déportés uniquement au XVIIIe siècle, à cause de vous j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, donc cette exploitation des colonies a permis l'émergence d'une nouvelle société urbaine. Et d'ailleurs, cet héritage se voit encore aujourd'hui dans les villes côtières sur l'Atlantique, notamment à Nantes ou à Bordeaux. On a par exemple de nombreux hôtels particuliers au niveau du centre-ville. S'il y en a qui viennent de Nantes ou de Bordeaux. Bordeaux et Nantes représentent. Et ben vous avez des villes esclavagistes, bravo. Mais enfin, du coup, cet enrichissement des sociétés, de cette société urbaine à l'époque a permis une explosion des villes côtières et un enrichissement. Et puis on a eu de nouveaux métiers qui sont apparus. Donc on a eu par exemple un métier qui a pu émerger à cette époque, à votre avis peut-être. Alors, c'était pas un métier officiel ça. On va dire armateur, le mec qui préparait les bateaux. Un métier urbain. Assureur, non pas encore. Notaire, oui, très bien, ouais. Notaire. Avocat, ouais, j'ai entendu, bien. Hein? Bon, mais oui, les banquiers d'affaires. Oui, bon, je pense que ça s'appelait pas comme ça, mais il y avait sûrement des gestionnaires de biens, oui. Et donc, qu'est-ce que j'avais noté d'autre comme métier? Des armateurs, des banquiers, des commerçants, des artisans aussi, qui ont pu vraiment gagner leur vie mieux gagner leur vie grâce à l'enrichissement des sociétés. Et le problème, c'est quand on commence justement à s'instruire, enfin, on s'enrichit, on s'instruit,
que va souhaiter le tiers-état maintenant, enfin en tout cas une partie du tiers-état, maintenant qu'il commence à être instruit? Qu'est-ce que vous allez souhaiter? Le pouvoir, enfin, pas le pouvoir, mais en tout cas participer à la gestion du pouvoir en France. Et on a du coup cette nouvelle société dans le tiers-état. Donc là, je rappelle, on a 9 personnes qui font partie du tiers-état. Et on va à peu près avoir entre 10 et 20%, donc 2 personnes ici présentes, voilà, qui sont des bourgeois, donc, et ils ont une seule envie, ces bourgeois, qui sont parfois plus riches que les nobles, ils ont une seule envie, c'est de devenir un ordre privilégié, d'avoir des privilèges comme la noblesse, comme le... Voilà, et très bien. Vous le faites très bien. Ils ont tellement envie que ça bouillonne. Ils sont dégoûtés en même temps, quoi. Ils sont riches, parfois plus riches que les nobles. Mais ouais, c'est dégueulasse. Ils sont géniaux. Et ils payent toujours autant d'impôts. Ah, c'est dégueulasse. Donc ils sont dégoûtés là. Faites les gens dégoûtés. Et lui, voilà, il rigole jaune. Bah non, vous les aurez jamais, mes privilèges. Oui, il fallait rire. Merci. Tu es quelqu'un de très expressif, dis donc. Très bien, merci. Et en plus, voilà, comme dit, les Européens commencent à conquérir le monde à cette époque. Hein. Le monde, on peut dire qu'il est européen. Toutes les colonies sont européennes. Une partie de l'Afrique est aussi colonisée pour envoyer des Africains en Europe. Une partie de l'Asie aussi. Voilà. Le monde est européen à cette époque. Et donc, du coup, cette ouverture au monde provoque un changement dans les mentalités. Et on a ce qu'on a appelé les idées des Lumières qui apparaissent grâce à cette ouverture, grâce à cette nouvelle instruction des sociétés. Normalement, vous avez tous appris en classe de 4e le livre qui représente les idées des Lumières. Bien, vous n'avez pas entendu dans le micro, mais c'est l'encyclopédie des Lumières, voilà, fait par... C'est bien, vous avez bien suivi vos cours d'histoire géo. Diderot et d'Alembert, notamment Diderot et d'Alembert sont les principaux écrivains. Il y a eu des centaines de philosophes qui ont participé à la rédaction de cette encyclopédie. Que des mecs, c'est vrai. Ce qui à l'époque n'était pas gênant. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je vous connais. Hein. Ah, dans les commentaires, je le vois là. Ah, t'as pas de... Non. Voilà, donc on a l'apparition d'une opinion publique, et cette opinion publique, notamment chez les nouvelles classes aisées, souhaite participer à ce pouvoir. La France est en crise, mesdames, messieurs, la France va mal, la France a une crise politique. Hein? Ça c'est pas politique du coup. Mais ça, je vais y venir, parce que j'ai pas fini. Louis XVI était un roi très intelligent, contrairement à ce qu'on entend souvent, et contrairement à ce que Arthur Young pensait. Louis XVI, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, très instruit, il adore la géographie, la littérature, mais il n'a pas du tout envie de gouverner. Il déteste ça. Et du coup, il laissait de fait très souvent sa femme, Marie-Antoinette, très bien, gouverner à sa place, parce que, voilà, il n'a pas envie, il avait envie d'une vie simple. Et le gros problème, c'est que la reine et la cour se sont ensevelies dans plusieurs scandales, notamment pour ceux qui connaissent l'affaire du collier. Je me rappelle ce que j'ai dit. Et oui, puis Louis XVI qui souhaitait une vie vraiment simple a enlevé un peu cette majesté qu'il y avait à la royauté française, qu'il a de fait un peu désacralisé. Et le problème, c'est que au fur et à mesure, surtout encore une fois dans les classes qui étaient instruites, on avait de moins en moins tendance à croire que voilà, cet homme était le représentant de Dieu sur terre, parce que je rappelle qu'on était dans une monarchie absolue de droit divin. Il y avait vraiment une sacralisation de la fonction que Louis XVI a un petit peu fait disparaître en fait. Alors bon, normalement on ne compare pas en histoire les périodes, parce que le contexte est tellement différent, mais allez, on va dire oui pour cette fois. Et au niveau politique, il y a des on me fait signe que c'est bientôt fini, j'ai pas du tout fini, donc on va accélérer. Il y a des ministres comme Calonne ou Necker qui avaient proposé des bonnes idées de réforme, comme un impôt pour tous, mais forcément là, voilà. Et les ordres privilégiés ne sont pas du tout d'accord avec ces propositions de réforme, donc ces ministres sont en général renvoyés, et forcément le tiers-état n'est pas content, parce que...
Parce que eux, ils aspirent justement à plus d'égalité dans l'impôt, et forcément, comme c'est les ordres privilégiés qui contrôlent la France, et bah, ça passe jamais. Donc, au niveau politique, voilà, nous sommes totalement bloqués. Donc, en plus, on a les idées des Lumières, et ces idées des Lumières retrouvent leur toute première application dans la première révolution de l'histoire, qui est la Révolution américaine, commencée en 1776. Et pour la première fois, on a un royaume, un régime politique qui va séparer les pouvoirs. Un pouvoir législatif accordé au président, à deux assemblées, un pouvoir exécutif au président et un pouvoir judiciaire, et les trois sont bien séparés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et ça va influencer nos bourgeois qui disent « Ah, c'est cool, ce partage du pouvoir, on veut ça aussi !» Et lui, bah non, voilà, c'est hors de question, quoi. Je garde mes privilèges, Et le tiers-état, pour l'instant, il dit rien. Enfin, le reste du tiers-état qui laboure ses champs, il dit rien. J'avance rapidement aussi, la Révolution française, c'est loin d'être la seule. On a souvent tendance à se centrer sur la Révolution française, mais il y a eu la Révolution américaine en 1776, on a, évité le soleil, on a la Révolution des Pays-Bas en 1781, à Genève en 1782, des Provinces-Unies en 1783, donc la Révolution française en 89, la Révolution haïtienne en 91 et la Révolution polonaise, la Révolution irlandaise, enfin bref, on a plusieurs révolutions en même temps. Il y en a assez peu qui sont arrivés à un bouleversement des choses comme en France. Il y avait la Révolution américaine et la Révolution haïtienne. La France va mal, mes chers amis, la France est en crise. Oui, c'est toujours pas fini, la France est en crise économique à cause d'un volcan islandais. Encore. Ce volcan islandais, en fait, a créé une balafre sur l'île de 25 km, émettant un nuage énorme, qui a fait baisser la température moyenne de l'hémisphère nord et qui a créé des hivers très 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 rigoureux en France, ce qui a créé une famine. Et après, un cercle vicieux s'est enclenché, une famine s'enclenche, on a des récoltes qui sont moins importantes, forcément le prix du grain, de la farine et du pain augmente, ça donc famine, et donc la demande des produits manufacturés baisse, parce que forcément l'argent que auparavant je réservais pour acheter une table, je vais désormais le réserver pour acheter du pain. Du coup forcément ceux qui construisent des tables, ils peuvent plus vendre, donc on a un chômage, bref c'est vraiment un cercle vicieux tout ça à cause d'un volcan islandais. C'est fou quand même, hein, les volcans islandais. On pourrait faire un effort. Louis XVI est bloqué, les réformes proposées du coup sont bloquées, la seule façon de s'en sortir c'est la réunion des États généraux du Royaume. Et ces États généraux en fait c'est une assemblée extraordinaire réunie par le roi pour justement aider le pays en cas de crise. Ça tombe bien, c'est le bordel. Un petit peu. Voilà, on a faim, on n'a pas de travail, on veut du pouvoir et du pognon, et lui il veut que rien ne change. Il veut que rien ne change. Du coup, pour préparer ces états généraux, on va demander au royaume de rédiger des cahiers de doléances. En gros, c'est une liste de propositions pour essayer de faire en sorte de résoudre la crise, surtout financière. Du coup, tous les villages et les villes du royaume vont rédiger des cahiers de doléances avec leurs souhaits. Donc, la noblesse va demander... The fuck. C'est un peu ça, mais ils vont surtout demander que rien ne change en fait. Donc on va glorifier le roi dans les cahiers de doléances, on va lui cirer un peu les pompes, parce qu'on aime bien la situation telle qu'elle est. Les bourgeois, eux, dans les cahiers de doléances vont demander... Le pouvoir! L'oppresseur. Donc l'abolition des impôts, un impôt plus juste, ouais. Et oui, de participer au pouvoir. Par exemple, ils aimeraient bien que les États généraux se réunissent sans l'accord du roi. Parce que là, la dernière fois, c'était... Madame Larère, peut-être que vous pouvez m'aider. Les derniers États généraux, c'était il y a plus de 250 ans. Ok, très bien, merci. 1614, donc ça fait très longtemps. Hein. Donc là, ils aimeraient bien que ça soit réuni tout le temps, tous les 5 ans pour commencer, ça serait pas mal. Au niveau judiciaire, ils aimeraient bien que le seigneur ne possède plus la justice, parce que le seigneur faisait un petit peu ce qu'il veut. Enfin bref, il y a beaucoup de réformes. Les États généraux s'ouvrent, nous sommes le 5 mai 1789. Le roi fait un discours, il dit en gros, vous êtes là que pour les finances du royaume. Donc, tout l'espoir suscité par la rédaction des cahiers de doléances, avec justement ce partage des pouvoirs, non, Louis XVI, c'est la douche froide, le matin du 5 mai 1789. Non, vous êtes là que pour les finances. Tout le reste, OSEF.
Donc le tiers-état, il a un peu les boules là. Surtout que les états généraux, c'était pas du tout cette division de la société. On avait à peu près, donc sur les 10 personnes, on avait 5 personnes du tiers-état. Donc là, on va faire la division des états généraux. Donc 5 personnes du tiers-état, sachant que c'était quasiment tous des bourgeois, donc les paysans ne sont pas là. Autant c'est paysans. Donc le tiers-état, à peu près 2 personnes de la noblesse, 3 personnes de la noblesse et 2 personnes du clergé. Alors il y avait à peu près 1139 personnes lors des états généraux, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc déjà, vous voyez, la répartition des états généraux, ça ne marche pas. Et aussi, les membres du tiers-état sont très inquiets parce que, aux derniers états généraux en 1614, ça s'était passé ainsi, on vote par ordre et pas par tête. C'est-à-dire que même si là, le tiers-état est en majorité, eh ben, ça marche pas parce qu'on vote par ordre. Donc il n'y a que 3 voix dans cette réunion. Une pour la noblesse, une pour le clergé et une pour le tiers-état. Alors forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire copain-copain, hein, les ordres privilégiés pour que rien ne change, et le tiers-état, eh ben, il est encore dans le baba. Pas content, voilà, mais le tiers-état, oui, il se prend des claques tout le temps, là. Ils en ont un peu marre, le tiers-état. Donc voilà, au fur et à mesure, en fait, après, je vais essayer de terminer rapidement, la réunion des états généraux, en fait, se fait par ordre. C'est-à-dire que le tiers-état reste dans la salle principale et les ordres privilégiés vont dans d'autres salles. Et au fur et à mesure des discussions, en fait, comme ils sont dans la salle principale des états généraux, le tiers-état se dit, merde, nous, tiers-état, 97% de la population française, finalement, est-ce qu'on ne représente pas la population française, la nation française? Donc du coup, nous sommes le 17 juin, ils sont toujours dans cette salle des états généraux, la salle des menus plaisirs, et le tiers-état se dit, nous représentons la nation, le peuple français, nous nous appelons désormais l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est créée ce 17 juin 1789, et c'est à ce moment-là, mesdames, messieurs, que la Révolution française commence. Merci.